Bonjour, vous voyez, c'est jamais comme ailleurs à la Cinémathèque. Je ne sais pas si en cabine vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème sur la bande-annonce. Faites-moi un signe pour me dire s'il est possible de la projeter en noir et blanc et en couleur, ou sinon. Non, on me fait un grand signe d'essuie-glace. Bon, croyez-moi sur parole, elle était très belle. Certains et certaines l'ont déjà vue, puisqu'elle passe à l'occasion de cette rétrospective. Charlotte rejoint moi, puisqu'il n'y aura pas de deuxième prise. Voilà, merci d'accueillir Charlotte Garçon. Moi j'aimais bien l'effet Carrie au bal du diable. Oui. On peut la revoir comme ça. Bon, mais j'espère juste que tout le film va pas être comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit en cabine? Le film qui suit ça va? Oui, ils ont l'air confiants. Ils ont l'air confiants. Bon, écoutez, voilà, bienvenue. Rétrospective John Stahl, elle a commencé il y a une dizaine de jours, elle va durer jusqu'à la fin du mois. Donc voilà, l'occasion de voir ou de revoir, et plutôt de voir que de revoir, parce que John Stahl, c'est un cinéaste dont on connaît le nom, pour certains d'entre nous, certaines. C'est un cinéaste discret, c'est un cinéaste un peu sans doute sous-estimé, ou en tout cas un peu oublié. On a coutume de dire que Péché mortel, étant son film le plus connu, c'est L'arbre qui cache la forêt. Voilà, donc une rétrospective intégrale, c'est évidemment l'occasion de revenir sur peut-être le paradoxe de John Stahl, puisque tout en étant ce cinéaste discret et un peu oublié, il faut savoir que dans les années 30, quand il était à Universal, au studio Universal, c'était le réalisateur le mieux payé du studio. Tout simplement parce que la plupart de ses films étaient des succès, et aussi parce qu'il avait les faveurs du studio. C'est pour dire que c'était pas du tout un réalisateur anonyme à l'époque ou sous-estimé, mais au contraire, il était considéré comme disons, le fer de lance du studio, avec peut-être James Whale qui lui signait les monster movies du studio Universal. Donc voilà, entre mélodrame et monster movies, entre John Stahl et James Whale, il y avait là des cinéastes dont c'est le travail d'une cinémathèque évidemment de vous les montrer, les remontrer, tout simplement pour essayer de comprendre ce paradoxe qu'on essaiera avec Charlotte d'expliciter à travers par exemple le film de cet après-midi, When Tomorrow Comes, Veillée d'amour, qui date de 1939, et ben voilà, on essaiera ensemble, après, au moment de la discussion et avec vous, d'identifier, de comprendre ce qui compose, ou ce qui composait à l'époque, un succès hollywoodien. Ce film en a été un. Voilà, aussi bien le studio système, le système des acteurs, l'origine du scénario, la technique du réalisateur. Sur tout ça, nous avons quelques informations et on y reviendra ensemble. Mais voilà, on va d'abord découvrir, je pense pour beaucoup d'entre vous, When Tomorrow Comes, qui est dans la catégorie mélodrame. On y reviendra aussi sur la notion de catégorie. Et donc, Charlotte, quelques mots d'introduction. Charlotte Garçon, elle est rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma. Elle a publié plusieurs ouvrages sur Jean Renoir, mais aussi sur le cinéma classique hollywoodien. Voilà, pour tout cela et d'autres raisons, je suis ravi de l'accueillir à nouveau. Elle était venue pour parler de To Be or Not To Be d'Ernst Lubitsch, il y a quelques mois. Voilà, c'était 1942, là c'est 1939. On est passé de la MGM à Universal, mais on est dans le système hollywoodien. Oui, ça fait vraiment plaisir de voir des films américains des années 30, déjà, même sans faire de Stahl un auteur avec un H majuscule. On verra les caractéristiques de son travail, son approche du scénario et de la mise en scène, mais c'est vrai que toute cette période, et y compris la période qui précède ce film-ci, donc dans laquelle John Stahl a excellé avec Backstreet, qui s'appelle Histoire d'un amour, que vous avez peut-être vu déjà dans cette rétrospective, et déjà avec Irène Dunne, l'actrice de ce film-ci, et qui, enfin voilà, c'est peut-être son chef-d'œuvre Backstreet, mais qui est un film donc d'avant le Code Hays. On reparlera peut-être, là on est après, donc après sa mise en place qui a eu lieu en 1934. On est en 1939, ce film en fait reprend un couple qui a marché juste avant dans un film que vous connaissez qui est Love Affair, Elle et lui de Léo Macaret,
Donc déjà avec Irene Dunne et Charles Boyer, et donc on les retrouve avec un grand plaisir, et c'est vrai que voilà, bon, moi j'aimerais bien voir une fois ici à la Cinémathèque une rétrospective, j'en profite parce que j'ai le micro, une rétrospective Irene Dunne, ce serait vraiment formidable parce qu'elle traverse toute cette époque, notamment les années 30, de manière, je dirais, aussi, comment on appelle ça, aussi versatile, frégolique, comment dire, que John Stahl finalement. Donc c'est des gens qui sont pas mis en avant aujourd'hui parce que justement ils ont une variété de jeux, voilà, qui est aussi leur subtilité, mais qui finalement à la postérité passe moins. Et c'est vrai qu'on aura l'occasion à la fois de revenir sur John Stahl, mais sur alors Irene Dunne ou Irene Dunne, on aura l'occasion de revenir sur elle parce que comme John Stahl, c'était une star dans les années 30, aujourd'hui c'est une actrice un peu oubliée, et donc là aussi on reviendra sur, comme tu dis, son caractère, ses caractéristiques de jeu, ses choix, ce qu'elle obtenait aussi par contrat dans le système hollywoodien de l'époque où elle était en position dominante. Bref, c'est vrai que ce film-là, qui se situe en 1939, est peut-être, comme tu le dis, un très bon exemple de ce qu'était le cinéma hollywoodien dans les années 30. Ça ne sera plus la même chose, évidemment, dans la décennie d'après. Voilà, bonne projection et à tout à l'heure. Est-ce que là, on est dans le cadre d'un mélo, j'allais dire stricto sensu, by the book, un mélodrame classique, ou est-ce que c'est justement une des caractéristiques du film que d'être un peu, disons, flottant sur la question du genre? Je trouve intéressant effectivement ce que fait ce film au mélodrame plutôt. Évidemment, on ne va pas faire tout un cours sur le mélodrame au cinéma, il faut s'entendre quand même sur ce qu'on veut dire par là. C'est vrai que si vous avez vu Backstreet ou Only Yesterday, donc Histoire d'un amour ou Une nuit seulement, ce sont plus clairement des mélodrames pour aller très très vite et caractériser ce qui serait le mélodrame, même au travers quand même de plusieurs décennies de cinéma, même uniquement de cinéma américain, entre le muet et puis disons la fin des années 50. On pourrait s'accorder, je dirais, au moins sur deux choses. La première, ce serait, alors ce qui a été appelé par les chercheurs un mode de l'excès, c'est-à-dire qu'il y a un excès dans les situations narratives, dans l'expressivité des acteurs. Alors après, quand on passe à la couleur, ça peut être aussi chromatiquement, que ça peut être excessif, etc. Et là, on voit bien que c'est pas du tout ça, on va en reparler. Et puis le deuxième, je trouve la deuxième caractéristique du mélodrame, ce serait son rapport au temps quand même. Le fait que souvent ce sont plusieurs décennies qui sont couvertes par l'histoire, par le récit. Je pense notamment à Backstreet où c'est 30 ans, voilà. Ou bien Une nuit seulement, Only Yesterday, donc avec Margaret Sullavan et le même acteur John Bowles, où c'est 10 ans. En fait, ce film, Une nuit seulement, c'est un peu Lettre d'une inconnue. Si vous avez vu le film d'Ophuls de 48, en tout cas, c'est un peu autour du même récit de Zweig, Lettre d'une inconnue. Donc là, on peut dater, quand on est spectateur, ce type de récit, parce qu'il y a une histoire d'un enfant qui naît et qui a 10 ans, donc c'est assez clair, on voit que les années ont passé. Et donc, dans ces films-là, il y a de fortes ellipses. Il y a des cheveux qui blanchissent, il y a tout ça, et ça fait aussi l'épaisseur romanesque et mélodramatique. C'est d'une certaine façon, les gens ne peuvent pleurer presque que quand il y a de la mémoire. Une vie entière. Oui, et des regrets, tout ce qui n'a pas été fait, etc. En général, c'est justement parce qu'on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé mais raté parce que c'était au mauvais moment. Bon, toute cette désynchronie amoureuse est vraiment la marque du mélodrame. Bon, là, en fait, on a 72 heures. Il dit, je suis ici pour 72 heures, et l'un des titres de travail de ce film, c'était d'ailleurs 72 heures. En fait, on voit plutôt 48 heures que 72, mais c'est vrai que ça fait une très grosse différence, en fait. À tel point que, je ne sais pas si là vous l'avez senti moi en le revoyant en grand, on a l'impression que c'est lent, parce que si peu de temps en un métrage de film normal, du coup, c'est pas le condensé d'années ou de décennies qu'il y a d'habitude dans les mélodrames.
Donc on a, et puis l'autre conséquence d'avoir le temps sur une si petite durée de récit, c'est que du coup on voit la vie matérielle. On voit les détails, on voit des détails qui, quand il y a des grands pans de temps dans les mélodrames, du coup on ne voit pas. Et évidemment c'est ce qui intéresse, je pense, Stahl, et ce qui intéresse même plus généralement tout un cinéma des années 30, je dirais post-Grande Dépression, post-1929, parce que c'est vrai que ce film me fait penser à des films de Capra du début des années 30 aussi, c'est-à-dire qu'on a le plaisir, je trouve, de voir des détails, alors que ce soit la façon dont Boyer écrit, quand il écrit, il met le stylo... Bon, ça c'est des détails quand on est un peu maboule et quand on aime bien regarder ça, mais plus, de manière plus significative par rapport au mélodrame, quand je dis la vie matérielle, ça me frappe quand même que par exemple il y ait cette... quand ils reviennent, quand ils sont sortis de l'église et qu'ils sont rapatriés vers la civilisation et qu'il y a des secours, vous avez remarqué qu'elle enfonce ses talons comme ça dans la boue, enfin que comme elle a des hauts talons, ils s'enfoncent dans la boue, puis ensuite et le bus et la voiture, on voit des grosses traces de boue, voilà, ouais, sont maculées. Et d'une certaine façon, alors à cette question, qu'est-ce qu'il fait au mélodrame, on pourrait dire, il macule le mélodrame, pas de boue, parce que c'est pas excessif, c'est un détail du quotidien, mais voilà, il le rend très, matériel. Ce que m'a évoqué cette boue là sur les bus et le plan qui l'emmène, elle, c'est que tout d'un coup surgit dans le film, et alors pour les spectateurs de 1939 encore plus, comme un plan de, j'allais dire, de la dépression, comme un plan de l'Exode, ou de New York, Miami, de Capra, qui est clairement un film de la dépression et des grands mouvements de population. 1939, c'est aussi l'année des raisins de la colère. Donc là, tout d'un coup, il y a comme un effet d'époque de l'époque, de l'actualité du film qui apparaît, comme au tout début du film, la courte allusion à l'Allemagne, quand elle lui dit si on était en Allemagne, on serait fusillés tous les deux. Donc le film est en quelque sorte hors sol, hors temps, et en même temps il y a effectivement quelques allusions très claires. Alors c'est pas seulement quelques allusions, parce qu'il me semble que quand on arrive au bout du film, peut-être on oublie un peu tout le début. Et à le revoir, j'aime beaucoup tout ce début, qui est justement une sorte de comédie romantique sur fond social, parce que c'est quand même assez présent, cette histoire du syndicalisme, du militantisme des serveuses, avec les boss boys qui viennent en renfort, etc., avec un côté un peu paternaliste des syndicalistes masculins, mais bon, voilà, on y arrive, quoi, les femmes y arrivent, et elle fait son discours, etc., et en fait, toute cette partie est quand même très sociale et assez développée. Et je pense que comment dire, ça n'est pas là pour simplement faire une espèce de longue exposition et puis ensuite nous faire rentrer dans le cœur du mélodrame. C'est là aussi pour créer une tension, justement, entre la présence du monde et la possibilité de s'en extraire un certain temps. Et d'autre part, bien sûr, ça rappelle tout ce qui est par contre très mélodramatique, à savoir souvent le mélodrame et un tiraillement entre deux personnes qui viennent de milieux sociaux différents. Et ça, on l'apprend, on le comprend d'abord sur le mode de la comédie, c'est-à-dire que d'abord, en fait, c'est érotiser le fait qu'ils viennent de deux classes sociales différentes et dans leur jeu amoureux, avec l'histoire de la carte du syndicat. Et le fait que leur pari, c'est « Ah, vous n'arriverez pas à rentrer », et puis il y arrive, il est dans la foule, etc. C'est limite un peu obscène, c'est-à-dire le type, le gentleman français qui arrive à se frayer avec voilà, la populace new-yorkaise. Bon. Mais ça marche très bien ça, et c'est sur un mode ludique. Et puis ensuite, ça devient la tension mélodramatique telle qu'on la connaît plus si on a vu d'autres mélodrames, à savoir qu'en fait ces deux mondes sociaux, ils s'attirent, ils se frottent, ils se frictionnent, mais en fait à un moment, voilà, ça se redécolle et donc, mais ce que j'aime bien là-dedans, et ça c'est assez classique, le fait qu'il y ait deux milieux sociaux et qu'en fait il n'y ait pas de transfuge, enfin, il n'y en a pas un qui sort de sa classe. Ce que j'aime bien là-dedans, d'abord le fait qu'il soit français, enfin, change un peu la donne.
Et d'autre part, j'aime bien aussi, dans toute cette première partie plutôt comique, la façon dont il contient déjà, il incruste déjà des morceaux de mélodrame. Et je pense à cette scène, la grande scène de Unity Hall, où en fait il est question de est-ce qu'on fait la grève, mais dans ce cas-là on perd l'argent des jours non travaillés, ou est-ce qu'on ne la fait pas et vous vous souvenez qu'il y a au moins trois femmes qui disent oui mais moi je dois m'occuper de ma mère, oui mais moi mon mari est mort justement parce qu'il a été tué en répression pendant une manifestation, et la troisième qui dit moi je dois m'occuper de mon bébé, sous-entendu je suis une mère célibataire. Et en fait j'ai l'impression à ce moment-là qu'on a trois petits mélodrames potentiels incrustés, mais qu'ils sont tenus à distance. Ils sont justement comme des petits inserts, et le film ne prend pas cette direction à ce moment-là. Le film prend la direction de son héroïne, c'est-à-dire elle qui dit « bah moi en fait j'ai pas d'histoire mélodramatique, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de... Alors je suis orpheline mais ça semble pas lui poser problème, au contraire c'est plutôt une sorte de détachement, elle a pas d'obligation familiale, elle a pas un vieux parent dont elle doit s'occuper, et ça j'aime bien ce côté remise à zéro, disons, de l'héroïne de mélodrame, mais évidemment ils sont quand même rattrapés. À mon avis, le mélodrame, d'une certaine façon, il commence pour nous quand il ouvre la porte. Quand il ouvre la porte de sa maison parce qu'elle veut repartir, la première fois. Pour moi, mais vous verrez peut-être ça dans la photo de la femme, quand elle voit la photo de la femme dans la chambre d'amis. Mais en fait, je trouve que quand il ouvre la porte et que là, il voit que c'est pas juste une pluie, mais que c'est diluvien, je trouve ça frappant, enfin visuellement frappant, et là pour le coup on a un excès, enfin sauf que c'est un excès météorologique, mais en fait ça ouvre à la deuxième partie, et c'est aussi pour moi mélodramatique parce qu'on se dit si elle est prête à se foutre sous la pluie comme ça, c'est que vraiment elle est très amoureuse et qu'il faut absolument qu'elle s'arrache de ça. Et d'ailleurs elle le dit exactement comme ça après. Donc pour moi c'est à ce moment-là que... Et avant il y a plein d'autres genres, pardon, mais avant il me semble qu'il y a plein d'autres genres, notamment ce petit moment furtif où ils sont dans la maison, où il y a une panne de courant, où le Nicolas, on dirait un peu Boris Karloff avec le feu de cheminée, et où justement le female gothique, c'est aussi ça, c'est la femme qui est emprisonnée dans la maison, c'est Rebecca, ce sera quelques années plus tard d'Hitchcock, avec la présence de la femme, de l'homme qu'on aime, quoi, la présence de la femme qui nous a précédés et qui est peut-être encore toujours là, plus ou moins à l'état de fantôme, sauf que là c'est très matériel, c'est juste que le type a une femme enfant, un peu, enfin infantile, mais il y a comme ça ces espèces de frissons de moments gothiques aussi. Enfin, il y a peut-être d'autres genres. Oui, non, mais ça me paraît très juste ce que tu dis sur le mélange des genres, c'est-à-dire que dans la scène de la réunion syndicale, effectivement, il y a effectivement des amorces de mélodrame qui sont contenues, qu'on est plutôt dans un registre de comédie romantique, et qu'effectivement, avec le changement météorologique, on bascule dans un autre genre. Et on peut effectivement le situer à partir du moment où lui, comme tu le fais, entre dans la maison, et puis elle découvre cette maison, puisqu'il faut savoir que le scénario au départ est inspiré d'une nouvelle qui n'a pas été publiée, mais vendue au studio Universal, et qui est une nouvelle de James McCain, donc le romancier, donc le romancier du Facteur saute toujours deux fois, de Assurance sur la mort, ou de Sérénade, bref. Donc ce romancier-là qui publie dans les années 30 et qui sera beaucoup adapté dans l'immédiate après-guerre, et donc il ne publie pas, mais en tout cas il écrit une nouvelle qui s'appelle Modern Cinderella, donc une Cendrillon moderne. Et donc, alors on pourra revenir sur ce qu'était l'objectif de James McCain, mais toujours est-il qu'on voit bien que c'est ça qui se joue aussi dans la différence de classe, c'est que cette Cendrillon moderne, en quelque sorte, quand elle entre dans la maison de celui qu'elle aime, elle découvre aussi ce qu'elle ignorait, c'est-à-dire l'ampleur de la distance qui les sépare, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une contraction temporelle et il y a une énorme distance sociale, et c'est ça aussi qui fait le mélodrame, en plus du fait que, comme tu le disais, il y a cette façon de faire des mélodrames sur un temps très bref, mais donc quand on fait un mélodrame sur 72 heures, le but des amants et du film, c'est d'étirer le temps.
étirer au maximum le temps qu'il y a, le peu qu'il y a. Hein, je vous renvoie pour ceux qui y ont pensé à Sur la route de Madison, où effectivement on a très peu de temps, et donc qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a? Ben, on le fait durer par la mise en scène le plus longtemps possible. Et là, effectivement, c'est ce qui se joue dans l'église. Et là, l'église, c'est on pourrait dire, le cœur caché du film, ou en tout cas longtemps retardé. Ce qui est magnifique, c'est la manière dont l'église se révèle aux personnages, au film et à nous, c'est-à-dire ce grand éclair et ce moment d'interlude dans l'église. Interlude, c'est d'ailleurs le titre anglais des Amants de Salzbourg, le film que Douglas Sirk fera à partir du même scénario, beaucoup plus tard. Mais effectivement, alors James Cain, ça me fait penser, puisque tu rappelles qu'il a notamment écrit Le facteur sonne toujours deux fois, qu'il y a aussi un autre genre qui, à un moment, j'aime bien, se présente un peu furtivement, c'est quand l'épouse va sonner chez la maîtresse, et que là, on se dit, elle a un petit revolver dans son sac, c'est pas possible. Ou alors l'autre, la maîtresse Hélène, qui d'ailleurs avoue après, j'en viendrai à penser, dans la dernière partie du film, si on vivait quelque chose ensemble, à un moment j'en viendrai à souhaiter qu'elle meure. Et donc on a quand même un tout petit moment, en tout cas entre l'épouse, quand elle est plus folle, entre guillemets, quand elle n'est plus tellement une enfant, mais qu'elle est une femme qui peut sortir, qui peut s'habiller, qui peut fumer. Et là on a un petit morceau de film noir qui s'invite, et ça j'aime bien, ce côté très furtif. Et sur la capacité des personnages à rendre le temps ductile, enfin à l'étirer, à faire que cette parenthèse, évidemment il y a un lien, puisque l'Église se présente comme un moment transcendant quand même, malgré tout, même sans religion. Évidemment on pense, si on a vu Elle et lui, donc le film qui précède de quelques mois celui-ci, le film de Macaré avec le même couple, on pense à Janou, chez Janou la grand-mère, quand ils vont en haut de la colline, quand ils font escale en France, et qu'ils vont chez cette grand-mère, et que cette grand-mère dans sa propriété, elle a une chapelle, et qui s'arrête là, et que la femme prie. Donc évidemment on y pense aussi, sauf que là la particularité de ce moment, je trouve aussi, c'est qu'elle évoque à un moment, alors d'abord il se met à jouer, et puis au lieu de jouer du piano, il joue de l'orgue, donc on voit bien que là on monte dans le caractère exceptionnel ou un peu spiritualiste du potentiel, disons, spirituel de cet amour. Mais aussi, je trouve, ce que j'aime bien, c'est qu'elle évoque la fin du monde. C'est-à-dire que, et là on se dit, on a eu une comédie, ça a été très terre-à-terre, les serveuses, le coup un peu à la Chaplin, de renverser son plateau parce qu'on prend la mauvaise file pour... Enfin, tout ça, tout était là, et puis tout à coup, il y a quand même une femme qui, dans une église, nous parle de la fin du monde. Et on se dit, ah mais comment j'en suis arrivée là? Et puis, ils arrivent à dormir ensemble, quand même. Alors cette question, donc je vous disais que c'est un film, le code ACE, c'est-à-dire le code d'autocensure des studios, est évidemment en application. Donc comme vous savez, on ne dort jamais de toute façon dans le même lit, même quand on est des époux. Sauf que là, en fait, ils dorment sur le même banc. Alors, tu as peut-être une interprétation différente, et tu penses peut-être qu'il y a une ellipse, et qu'en fait, mais en fait, il y a des ellipses. D'ailleurs, son amie, lorsqu'elle rentre chez elle, lui dit, alors je ne sais pas quelle est l'expression anglaise exacte, mais elle lui demande si elle lui a cédé. Ouais. Elle lui demande si, et là l'autre fond en larmes et va s'enfermer. Ouais. Bon bref. Alors elle dit have you fallen for that guy. Et je dirais plutôt est-ce que t'es mordu? Parce que have you fallen, moi je pense pas que ce soit. Alors on peut dire qu'il y a une allusion aussi sexuelle, mais quand même c'est plus l'idée, ça y est, elle l'a dans la peau. Et je suis pas sûre que exactement cette expression soit sexuelle. En revanche, si vous voyez les mélodrames d'avant l'application du code, donc 32, 33, très clairement, ce sont des ellipses. Il y a une ellipse et on est sûr qu'ils dorment ensemble. Dans une nuit seulement, on est tellement sûr que de toute façon, il y a un enfant qui est conçu, nous dit-on après. Donc on l'a rien vu, mais on voit l'enfant. Donc c'est clair, c'est pas nous qui projetons nos consciences modernes sur le film. Là, je trouve que justement, il y a quelque chose de beaucoup plus chaste. Alors soit par pure convention, mais je trouve pas ça intéressant de voir dans le film uniquement une application du code. C'est aussi intéressant de voir ce que ça fait que de les laisser dormir ensemble et de montrer comment ils arrivent
plus ou moins sublimer ce qui aurait dû se passer entre eux. Tu mentionnais donc Elle et lui, donc, qui a été un grand succès de la RKO avec les mêmes acteurs, et donc qui sort le mois qui précède le début du tournage de celui-ci. Et Irene Dune, dont on parlait, avait le pouvoir à ce moment-là au sein du studio d'avoir des prérogatives. Et parmi elles, enfin, d'après ce qu'on sait, elle avait par contrat plusieurs prérogatives. La première, c'était il fallait qu'il y ait une chanson. En tout cas, c'est James McCain qui raconte ça, qu'elle avait par contrat, en quelque sorte, une chanson par film, minimum une chanson par film, parce qu'elle avait une belle voix de soprano, et donc il s'agissait de la faire entendre. Et puis, elle avait aussi le droit, en tout cas un droit de regard ou de prérogative sur le choix du cinéaste, ce qui explique d'ailleurs qu'elle a tourné plusieurs fois avec un petit nombre de cinéastes qu'elle choisissait, que ce soit John Cromwell, Grégory Lacava, Léo McCarré, avec lequel elle fait 2 films, et puis bien sûr John Stahl, avec lequel elle en fait 3. Et puis on sait aussi que c'est elle qui a demandé à ce que dans ce film-là, ce soit de nouveau Charles Boyer qui tienne le rôle de son amant, ce qui veut dire qu'il s'était très très bien entendu sur le tournage précédent, puisqu'elle le redemande en quelque sorte. Et peut-être, puisque tu faisais la référence à Elle et lui de Léo McCarré, peut-être on peut en venir aussi, toujours sur cette question du mélodrame, à la caractéristique très particulière quand même dans sa réserve de la mise en scène de John Stahl, qui est une mise en scène dont on pourrait dire qu'elle va à l'encontre de la maximisation des effets du mélodrame. Oui, d'ailleurs, il y a très peu de gros plans, par exemple. Enfin, ça, c'est l'un des exemples qui me vient en tête. Finalement, moi, le premier gros plan qui me marque, enfin, je pense que c'est le premier gros plan, c'est quand il revient la voir. Donc, ils se sont rencontrés une première fois, et en fait, il vient l'accueillir à la Unity Hall. Et il y a il y a un premier gros plan dans le restaurant, mais qui est un premier gros plan de présentation du personnage d'Irene Dune. Elle sort de la cuisine, elle a une réplique, mais là on voit que le gros plan est là pour la présenter littéralement, pour la faire voir, pour faire comprendre qui elle est, qu'elle est là, quoi. Mais effectivement, l'une des caractéristiques de John Stahl, c'est d'utiliser plutôt le plan moyen que le gros plan. Plutôt le plan moyen et de rester assez longuement. Alors, c'est pas des plans séquences, faut pas exagérer, mais il y a quand même des prises assez longues, et je trouve notamment dans les décors. Tout le décor, quand elle arrive dans la maison, c'est en fait assez long. La caméra nous donne Alors, il y a une fonction, on en a parlé, hein, elle prend sur elle, lui tombe dessus toute la différence de classe dont tu parlais, mais tout de même, ça a aussi un impact rythmique, en fait, de faire ça. C'est-à-dire et ça nous permet de voir des détails, et puis ça montre un personnage dans l'espace, enfin, qui se déplace, comment elle, et moi je trouve que c'est l'une des grandes qualités de Irene Dune, c'est justement, c'est un corps dans l'espace, c'est aussi, le jeu, c'est pas seulement les expressions du visage et la façon dont on dit les dialogues, c'est aussi comment on se déplace, comment il y a une gestuelle. Alors dans le muet, c'était très marqué. Bon, il faut dire aussi que John Stahl, il vient du muet, hein, comme Capra. Enfin, il y a toute une génération de ces cinéastes des années 30 qui a fait quasiment autant de films, qui ont fait quasiment autant de films dans le muet que dans le parlant. Donc ça, j'aime bien aussi cette idée que c'est total. Enfin, l'acteur plus le décor, plus la mise en scène, et une mise en scène qui n'est pas une mise en scène d'effet, effectivement, pas du tout appuyée, là, contrairement à tout un pan du muet, justement, où c'est beaucoup plus basé sur les effets. Et puis cette sobriété ou cette sécheresse stylistique, je pense qu'elle a d'autres conséquences de détails. Par exemple, tu dis des plans moyens. Souvent, quand ils se parlent, vous aurez remarqué que non seulement ce qu'on appelle des plans à deux, ils sont tous les deux dans le plan et non pas un, puis contre-champ sur l'autre, puis re-champ du premier. Mais en plus, souvent, ils sont de profil. Et en fait, le fait qu'ils soient de profil, ça demande quand même comment dire, on ne peut pas jouer la surexpressivité du visage, on ne peut pas jouer le coup au cœur que fait au spectateur un très gros plan d'un visage, voilà, de quelqu'un qui pleure, ou voilà, chose très Griffith, et tous les autres. Et en fait, souvent, on la voit, elle, de profil, en plus avec
son nez en trompette et tout. Et donc, c'est une économie aussi de jeu, du coup, parce qu'on n'a qu'une moitié de visage. C'est bête, mais en fait, c'est un risque. Tout ça est un risque. Parce que le risque, c'est qu'on ne soit pas suffisamment impacté émotionnellement, et d'ailleurs, c'est peut-être le cas. Alors, je n'arrive pas à trouver la source de cette phrase, mais j'ai lu dans un article que John Stahl a dit oui, chez moi, dans mes films, ou alors, et ce qu'il disait dans le mélodrame en général, et c'est une définition très simple, l'émotion remplace l'action. C'est aussi peut-être pour ça qu'on a ce sentiment de durée, parce que il se passe des choses, il y a un ouragan et tout, mais c'est vrai que c'est simple de le dire comme ça. L'émotion remplace l'action, mais encore faut-il savoir comment on met en scène cette émotion. Et là, il joue très peu, par exemple, de ce qui va être très utilisé dans le mélodrame flamboyant, et qui est la musique. Oui. Donc tu disais, par contrat, il fallait un moment où on chante. Bon, bah, on l'a dans Elle et lui, où ils se mettent au piano, si vous avez vu le film... Vous vous en souvenez forcément, chez Janou, avec la grand-mère qui joue et qui les regarde l'un et l'autre comme une sorte de ping-pong en essayant de les... Enfin, c'est un peu l'entremetteuse en même temps. Et ici c'est plus, je trouve, le moment est un peu moins réussi. Mais quand même, dans la chanson, dans mon souvenir, c'est justement ce côté élevé. Enfin, tout à coup, cette... Puis là, c'est vraiment un seul plan. C'est-à-dire les circonstances, le côté très film des années 30, avec des détails un peu triviaux, comme certains qu'on a mentionnés, tout à coup, il se subsume aussi dans la chanson en quelque chose de beaucoup plus noble, spirituel, dans leur amour. Donc ça aussi, c'est une économie. C'est-à-dire que la chanson soit un temps suspendu, mais à l'intérieur de cette parenthèse et de temps suspendu qu'est leur interlude amoureux. Je reviens d'un mot sur ce que tu disais à propos de l'actrice, sur son sens du déplacement dans l'espace et comment, effectivement, on pourrait dire, elle marche bien, ou elle se déplace bien. Et Cary Grant, qui a été un de ses, partenaires, merci, un de ses partenaires dans un film de Léo Macaré, inoubliable, qui s'appelle Cette sacrée vérité. Il a joué avec elle, avec Irene Dunne, et il a dit que de toutes ses partenaires féminines, c'est celle qui avait le plus le sens du rythme. Et ça, venant de Cary Grant, on peut le croire, c'est-à-dire qu'ils lui reconnaissent à elle ce sens du rythme, et elle ajoutait, là aussi, dans les rares interviews qu'elle a pu donner, je tire ces informations d'un article sur elle de Yann Tobin dans Positif, et Irene Dunne dit, en fait, elle dit, je n'ai pas beaucoup de considération pour les actrices de comédie, donc s'impliquant elle-même, en disant, parce que pour moi, jouer la comédie n'a jamais été difficile, ça m'est comme naturel, ça m'est comme une seconde nature, et elle dit, la chose qui m'intéressait davantage, c'était de jouer les rôles mélodramatiques, parce qu'on comprend là que pour elle c'est plus difficile, il y a plus de composition d'acteurs, et alors que pour la comédie, d'une certaine manière, ça lui venait facilement. Ouais, et voilà. Et ce qui est beau aussi, alors il faut absolument voir évidemment Cette sacrée vérité de Macaré, on parle de beaucoup d'autres films, mais parce que justement, c'est ça aussi quand c'est pas un auteur comme ça gonflé en tant qu'auteur, c'est qu'il traverse plein d'autres films de son époque, enfin il est traversé par plein d'autres films. Il y aurait leur couple, Cary Grant, Irene Dunne, et aussi dans Mon épouse favorite de Garson Kanin, mais produit par Léo Macaré, qui est quasiment un film de Macaré. Et puis Penny Serenade, la chanson du passé. De George Stevens, où il y a tout un truc avec des disques, enfin c'est vraiment savoureux, et là c'est vraiment un mélodrame. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est que Cary Grant remarque son sens du rythme. Alors c'est dans la réplique, c'est physique, mais c'est aussi dans la façon de dire mais c'est qu'en fait, ce qui est beau, c'est que Cary Grant, il va jouer lui-même le personnage que jouait Charles Boyer dans Elle et lui, dans la deuxième version, donc en couleur, que vous connaissez sans doute encore plus, du même Léo Macaré d'Elle et lui, et lui-même, ce que tu dis c'est ce que tu dis d'Irene Dunne, disant j'ai des facilités pour la comédie, donc en fait je préfère jouer des mélodrames et je préfère le mélodrame, c'est ce qui arrive à Cary Grant aussi. C'est-à-dire que lui, acteur comique, quand tout à coup il y a une intrigue mélodramatique, c'est pas gagné avec Cary Grant. On se dit attention, est-ce qu'il va être crédible, est-ce qu'il va tenir? Ouais, et ça marche très très bien dans Elle et lui, deuxième version. Peut-être encore une chose avant de vous donner la parole, c'est justement sur
essayer, ce qu'on essaie d'identifier d'une certaine manière, le style, j'allais dire presque humble, réservé, en retrait, minimisant les effets de John Stahl, si bien que peut-être on peut en venir à la fin du film, c'est-à-dire ce dénouement, cet escamotage de l'effet maximal. Peut-être que là aussi il y a quelque chose qui se joue entre ce film-là et Backstreet. Oui, même si vous n'avez pas vu Backstreet, forcément... Je peux résumer en quelques mots. Non. Oui, parce que c'est un mélodrame comment dire, enfin c'est un archétype, donc peu importe si on l'a pas vu. Ce qui est beau dans Backstreet, c'est qu'elle fait le choix. Ce qui est beau dans ce film-ci, c'est qu'elle fait le choix contraire de celle qu'elle jouait dans Backstreet. Et qu'est-ce que c'est que ce choix de l'héroïne de Backstreet, donc film de 1932, c'est de vivre dans l'ombre du type, de dire voilà, tu es marié. Mais de toute façon, voilà, je reste parce que notre amour, c'est trop précieux. Et donc... je reste dans ton ombre pour toute la vie. Je reste dans l'appartement que tu me loues parce que tu es beaucoup plus riche que moi, mais je ne me montre pas. Je reste toute ma vie, je n'ai pas vraiment de carrière non plus parce qu'en fait, il faut que je sois disponible pour t'attendre quand toi, tu as un moment dans cet appartement. Bon, voilà. Et elle en fait, et c'est beau dans Backstreet parce qu'elle l'assume, ça. C'est pas furtif, elle a bien réfléchi à ça. Elle va plus loin, elle lui dit, mais je m'ennuie là maintenant, quand tu n'es pas là. Elle est dans son petit appartement et elle dit, je m'ennuie trop, donne-moi un enfant. Elle dit pas fait parce que c'est encore, mais carrément donne-moi un enfant. Et lui il est scandalisé. Non, on va pas faire ça, etc. Et donc elle dit oui, bon, d'accord. mais c'est beau parce qu'il déplie tout ça, tout ce que c'est que de vivre dans ça s'appelle Backstreet parce que elle dit elle le dit à sa voisine qui est un peu dans une même problématique, dans une situation pareille. Elle dit mais en fait il n'y a pas une femme sur 1 million qui est heureuse quand elle vit dans l'arrière-rue, comment ça s'appelle, une ruelle, Backstreet, je ne sais pas quelle est la traduction exacte, dans l'arrière-rue de la vie d'un homme marié. Parce que l'arrière-cour de la vie. Voilà. Mais elle fait ce choix entièrement, à tel point, et c'est là où le film est très beau, que quand il prend le paquebot pour aller en Europe, elle prend aussi le paquebot, sauf qu'elle est habillée tout en noir, comme une femme en deuil, et donc toute la famille, y compris la femme, la voit, et elle, physiquement, on dirait un fantôme. Elle a une voilette, elle a ce truc, et c'est vraiment la dame en noir, et c'est très frappant. Ici, c'est pour ça que je dis que là, on est quelques années plus tard, et comment dire... C'est la même actrice, hein. Oui, mais c'est trivialisé d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la photo de la femme. Enfin, c'est presque, très direct, très plat, et ça hante beaucoup moins. C'est quelque chose... C'est à la fois moins romantique, mais c'est beau aussi que ce soit très direct. Et donc, elle fait le choix opposé, et elle le dit d'ailleurs, je ne veux pas vivre dans ton ombre à la fin. Et le choix, il aurait pu se passer quelque chose, justement, de sexuel, ils auraient pu coucher ensemble, avoir un enfant, etc. Mais voilà, ça aurait pu se passer. Ça n'était jamais arrivé. Ça pourrait se passer à la fin, comme ça se passe dans Backstreet, quand Charles Boyer, ici, lui dit « Viens à Paris ». C'est-à-dire, sous-entendu, je t'installerai à Paris et on se verra en cachette. Et là, elle lui dit « Je refuse d'être l'ombre de ton ombre ». Et là, c'est-à-dire que dans Backstreet, le personnage joué par Aaron Dune s'appelle Ray. Donc le personnage masculin lui dit « Tu es un rayon de lumière ». Et en fait, tout le film va littéralement montrer comment un rayon de lumière s'éteint. Devient noir, passe dans l'ombre. Et ici, c'est comme si John Stahl produisait en quelque sorte la critique ou la prolongation de son grand succès, c'est-à-dire il propose, parce que c'est pas le même scénario ou le même scénariste, il propose en quelque sorte au personnage féminin de s'assumer littéralement, et de choisir, entre guillemets, son destin. Oui, alors, l'héroïne là, de Veillée d'amour, elle a une fonction critique. Enfin, je pense que c'est un personnage, c'est même plus que le mélodrame comme étant une critique de la société. C'est là son personnage, les choix qu'elle fait, mais aussi la façon dont elle se tient, dont elle répond, dont elle se laisse pas reprendre, dont elle est au bord des larmes à la fin. Voilà, cette sécheresse-là, qui va avec la sécheresse du style du film, a une fonction critique. Enfin, mais je dirais, donc elle assume ce choix-là d'une douleur, mais qui va passer. Enfin, du fait
que justement toute la matérialité du quotidien de cette femme, y compris militer, faire la grève, etc., on se dit, elle a assez sous le pied, sous le coude, pour continuer sa vie, pour que ce hors-champ du mélodrame, je dis ce hors-champ parce que, par exemple, quand l'épouse, on a ce doute, ce petit suspense où ils ouvrent la porte, est-ce qu'elle s'est jetée par la fenêtre ou non? Voilà, comme par hasard, c'est toujours sur les bords, quoi. Et puis en fait, on va à la fenêtre et non, il n'y a pas de corps écrasé. Donc c'est toujours le drame, le mélodrame, le tragique sont tenus comme ça, hors champ ou sur les bords. Donc tu dis, elle s'assume, sous-entendu, en tant que femme qui peut tenir toute seule, sans cette relation, d'accord. Mais moi je dirais que dans Backstreet, dans ces mélodrames plus fréquents où la femme accepte vous toute sa vie, moi je me demande si c'est pas quand même l'essence du mélodrame et que finalement c'est tout aussi assumé pour la femme. Je plaiderais aussi pour ça. C'est-à-dire que je pense que le vrai mélodrame, il a aussi une fonction critique dans le fait qu'il montre son héroïne, non pas se sacrifiant, enfin on peut dire se sacrifiant si on veut, mais dans l'idée que le mélodrame, ce serait renoncer à renoncer, c'est possible ça. Là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle renonce. Voilà, elle dit c'est une histoire merveilleuse d'amour avec un être exceptionnel et une relation exceptionnelle, et voilà, j'y renonce et je retourne dans mon quotidien. En tout cas, elle dit j'attendrai quand même. Hein. Elle dit j'attendrai. Oui, il dit I'll be back, c'est-à-dire voilà, il le dit. Terminator ne va pas. Il dit I'll be back, mais c'est-à-dire suivant qu'on considère d'une. C'est en fait, si on regarde la fin du point de vue divin, on pourrait y croire. Comme tu le fais souvent quand tu regardes le film. Voilà, mais le point de vue divin, puisqu'on est passé par l'Église, il y a eu ce moment transcendantal, donc I'll be back. Ok, cette union est sacrée. Eschatologique. Voilà, cette union est sacrée, le happy end s'accomplira dans l'après-film. Dans l'après-vie. En revanche, si on fait de la fin une lecture, entre guillemets, marxiste, c'est-à-dire produite par le film aussi, c'est-à-dire il y a la différence des classes sociales, les syndicalistes, il y a entre eux des déterminismes sociaux très puissants qui jouent à les écarter. On comprend que dans ce I'll be back, rien ne sera possible et que un océan social va les séparer. Donc, suivant, on regarde le film, je disais, avec un œil spiritualiste ou marxiste, cette fin est une fin heureuse ou non. Oui, quand il dit « je reviendrai », je me suis même dit que tout ça participe de l'éthos de Gentleman qui est tracé depuis le début du film, où il est question, dès le restaurant, enfin le boui-boui, il est question de est-ce que c'est un gentleman, quelle est votre définition du gentleman, bon tout ça est très Lubitsch. Même décrit comme prince charmant, voilà, qui va avec le modern. Et puis vous vous souvenez, quand c'est le déluge et tout, est-ce que je peux récupérer mon chapeau avec la barque quand même, parce que sinon le type n'est plus un gentleman. Quand sa femme débarque, c'est-à-dire quand elle va aller prendre le bus et que on lui annonce que sa femme et sa belle-mère ont débarqué, super, le gentleman il dit je vais vous présenter. Mais en fait c'est ça que je me suis dit en revoyant, c'est quand il propose de les présenter, est-ce que ça veut dire qu'il veut les présenter? Non, ça veut dire que le type est élégant jusqu'au bout des ongles, et elle est très élégante aussi parce qu'elle dit non merci, et puis il dit et si quand même. Et tout ça est une espèce de jeu de main chaude du respect de l'autre, de l'élégance, de la gentlemanship appliquée aux rapports amoureux. Donc en fait, si on suit ce fil-là, on pourrait se dire que quand il dit je reviendrai, c'est aussi une formule de politesse. Oui, ou de saloperie, ou un mensonge de type. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais elle le sait. C'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, elle-même, elle a ces mêmes qualités de gentlemanship. C'est pour ça qu'ils s'aiment d'ailleurs. Est-ce que vous avez Est-ce que vous êtes furieusement en désaccord avec ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous avez aimé le film? Est-ce que vous avez des questions ou une remarque? Oui, allez-y, oui, allez-y. Merci beaucoup. Allez-y. J'ai remarqué qu'il y a aussi toute une symbolique du feu. La première fois qu'ils s'embrassent, c'est dans le salon avec le feu de la cheminée. Puis il lui fait la remarque ensuite lorsqu'ils quittent la maison et ils vont dans la voiture. Il lui dit « Non, je ne suis pas furieux de quitter ma maison alors que je pourrais rester avec vous auprès du feu. » Et ensuite, quand ils arrivent à l'église, la première chose qu'il fait, c'est qu'il allume le briquet, il allume les bougies.
qui s'éteignent durant la nuit. Et il ne se rallume qu'à la fin, lors de la dernière scène, lorsqu'on voit deux bougies sur la table. Et j'ai juste une autre remarque. Vous évoquiez la musique. Il y a une seule fois où il y a vraiment de la musique, mais là, c'est pas extra-diégétique, c'est intra-diégétique. C'est dans la scène finale où il y a l'orchestre qui est en train de jouer. Et j'aurais juste une question également, c'est à quel point Code Hayes il a pu changer le script. Moi, vous évoquiez James Cain, qui a écrit Mildred Pierce. Mildred Pierce, le film est extrêmement différent de la nouvelle à cause de ça. Oui, même si Mildred Pierce est très matériel aussi. Il y a l'histoire d'une robe de mauvaise qualité que la fille reçoit de sa mère et elle dit ça sent la misère. Enfin, bon. Donc toute cette matérialité années 30 est très présente. Sur effectivement comment le Code Hayes a répondu au scénario, moi ça je sais pas. Et on n'a pas forcément les rapports... Non, je n'aurais pas non plus répondre. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que quand le film est sorti, James McCain, lui, a considéré que décidément, le film n'avait rien à voir avec sa nouvelle. À tel point qu'il la reprendra et il la publiera sous forme de roman et sous un autre titre après-guerre. Donc lui considérait, il y a eu une forme de désaccord pour plusieurs raisons sur lesquelles on va revenir, entre McCain, le scénariste et le réalisateur. Mais toujours est-il que, sans doute, dans le projet de McCain, ce Modern Cinderella avait pour but que l'héroïne, d'une certaine manière, du fait du trajet amoureux qui allait être le sien, en finisse avec le complexe de Cendrillon, c'est-à-dire avec l'image, ou disons le fantasme, de rencontrer le prince charmant. Et qu'il s'agissait de mettre en pièces, entre guillemets, ce cliché ou cet horizon, en quelque sorte, soi-disant désirable, de rencontrer, alors dans la nouvelle, ici les pianistes, mais dans la nouvelle, c'est un richissime entrepreneur, industriel. Et donc il s'agit d'en finir, en quelque sorte, avec l'idée du prince charmant. Ouais, voilà on peut presque dire ça de tout le cinéma des années 30, ça tu me fais penser, à savoir de réécrire Cendrillon. Si on pense à Capra, il y a ça dans, par exemple, L'homme de la rue, c'est The Cinderella Man. Donc tout à coup, on met l'intrigue Cendrillon, mais sur Gary Cooper, au lieu de la mettre... donc ce serait super de voir tout le cinéma des années 30 autour de cet archétype-là, c'est-à-dire de la transformation possible, immédiate, comme ça, de quelqu'un... ce qui est une fausseté politique. Enfin, c'est évidemment... Juste sur le feu... Alors c'est toujours problématique l'histoire de la symbolique parce que du coup bien sûr que c'est là et c'est utilisé mais des fois c'est trop lourd et c'est utilisé de manière trop schématique. Et là ce qui me semble intéressant, vous avez bien noté le retour des bougies disons du restaurant après les bougies à l'intérieur de la maison et les bougies dans l'église. Mais en fait c'est comment ça marche aussi avec l'eau à ce moment-là. Que c'est tous ces phénomènes, cette écriture de la reprise, du motif qui est repris et qui est transformé. Donc par exemple l'eau, il y a d'abord, vous vous souvenez, le voilier, the sloop, qu'il appelle the sloop, et puis ensuite il y a la barque. D'ailleurs, lui connaît, lui qui est français quand même, et on entend son accent, et il y a tout un truc sur le fait qu'il soit français, et il dit bouillabaisse, donc ça c'est la marque du français. C'est même la marque de Charles Boyer à Hollywood, quoi. Bouillabaisse, The Bouillabaisse Man. Enfin non, Maurice Chevalier. Il faudrait imaginer ce film avec Maurice Chevalier. Bon. Je préfère l'imaginer avec Charles Boyer, mais vas-y. Oui, mais les Lubitsch sont très bons avec Maurice Chevalier. Mais pourquoi je disais ça parce que lui qui est français, comme par hasard, il a quand même tout le vocabulaire de la navigation. Donc sloop et tout ça qu'elle ne connaît pas. Comme il y a dans... Et tout ça, c'est toujours une marque de classe. C'est-à-dire que celui... En tout cas, la barque revient après l'histoire du déluge et la barque revient dans l'église. Donc c'est plutôt sur... Et puis bien sûr, il y a tout le moment dont tu parlais au bord de l'East River avec les garçons, le petit garçon qui nage cul nu dans la rivière. Et où là, elle lui fait découvrir, on le comprend, le monde d'où elle vient. Le monde d'en bas. Le monde d'en bas. Le monde d'où elle vient, dont lui n'a aucune idée, quoi, qu'il le ravit, mais qui, comme un exotisme. C'est pas les égouts, mais enfin, on n'en est pas loin. Donc il faut que ça fonctionne comme ça, entre le haut et le bas, entre l'eau et le feu, etc. C'est jamais un symbolisme, disons, justement hors sol ou intemporel.
Oui, bonjour. Vous avez parlé de cinéma de l'excès tout à l'heure. Je trouve que c'est assez juste parce qu'il y a de l'excès dans le fait qu'on ne sait jamais à quel genre on va être attaché. On commence par cette comédie sociale à la Capra, en quelque sorte, à la différence que chez Capra, c'est plutôt vers la fin du film qu'apparaît le contenu social, alors que là, c'est d'entrée, dès le début, avec cette menace de grève. Et entre parenthèses, sur le début, moi je trouve que Stan, sa mise en scène est quand même assez extraordinaire. Et c'est exactement pareil dans Only Yesterday, où on commence par un plan général d'une foule qui est en crise, puisque c'est le krach de la bourse, et on va tout à coup s'isoler sur le type ruiné qui va se suicider. Et là, c'est pareil, on est quand même dans le restaurant. On réussit malgré tout à bien identifier Charles Boyer qui rentre, avant de suivre une femme qui n'est pas l'héroïne, qui est Lulu, mais qui va nous amener à l'héroïne, d'où le gros plan dont vous avez parlé, parce qu'il est nécessaire à ce moment-là qu'on comprenne bien qui est l'héroïne. Bon, mais ceci dit, moi ce qui me surprend quand même, c'est la rupture qu'il y a entre le passage à la comédie sociale et au mélo. Parce que tout à coup, quand on se retrouve sur la goélette, Sloop ou sur la goélette, moi je me suis demandé si, après nous avoir fait le coup tout à l'heure du film en rouge de votre bande-annonce, si vous n'aviez pas mélangé les bobines au moment où on se retrouve sur la goélette. Parce que là, il y a quand même, on change complètement de film et il est très audacieux. Enfin, je pense que c'est une audace volontaire. Parce que de même que dans Only Yesterday, réussir à nous faire à juxtaposer cette soirée frivole alors que les gens viennent de perdre à la fois leur argent et dans certains cas leur vie, c'est quand même assez audacieux. Et alors là aussi, bon, franchement, on a l'impression qu'on est arrivé dans une forêt équatoriale pour subir la tempête, alors qu'en fait, on n'est qu'à Long Island. Oui, mais alors, il y a eu un ouragan en Nouvelle-Angleterre en 1938. Donc je pense que ça se réfère à cet épisode-là, où tout Long Island a été... Non, il y a quand même des tempêtes très fortes, hein, par là. Pour vous ramener au réel, vous vouliez peut-être pas y être ramené. Mais c'est vrai que ce qu'on a essayé de dire, c'est ça, c'est que le film surprend par ses ruptures de ton, ou Ouais. par ses changements de genre. Ouais. Ça, oui. Après, on les repère différemment selon le spectateur qu'on est. Par exemple, peut-être que cette idée que le film change quand ils sont sur le sloop, c'est aussi du fait que la transparence n'est pas très bien faite, enfin le back projection, et que donc, voilà, il y a toujours un effet d'hétérogénéité quand on voit le trucage. Mais Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, Ouais. ce type de trucage était beaucoup plus, j'allais dire, une habitude visuelle ou totalement intégrée par le spectateur. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on le remarque beaucoup plus, je pense, qu'à l'époque. oui, mais l'autre changement, en fait, c'est qu'elle passe à l'horizontale, si je puis dire. Non, mais si, je dis ça parce que je pense à ce film de Capra, vous n'emporterez pas avec vous, avec James Stewart et Jean Arthur, où l'économie de moyens est extrême. Ils sont dans un bureau en fait, ils sont en train de tomber amoureux. Et simplement le fait que, je crois que c'est lui qui a la tête complètement sur le bureau couché. En fait, évidemment, ils ne couchent pas du tout ensemble, etc. Mais c'est comme si on avait vu une scène de lit. Voilà. Et donc, c'est ça aussi l'économie. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas quand elle est sur le bateau, ah, ça y est, elle est allongée, ils couchent ensemble. Mais en fait, on imprime. Enfin, quelque chose s'imprime chez nous. Les postures ont changé. Les postures ont changé. Elles évoluent. C'est élégant de le dire comme ça. C'était Les pour t'aider. postures. Ah, je la retiens. Les postures ont changé. Mais je trouve que voilà, c'est ce genre de choses qui sont des petits détails, mais qui nous impactent rythmiquement et pas tous les mêmes pour tous les spectateurs. Il y avait une question, Oui, je ne sais pas, monsieur, oui, là juste devant. Là. Bonjour. Il y avait deux questions. Une, c'est que c'est un film qui parle quand même d'une lutte syndicale victorieuse. Et j'ai l'impression que c'est assez rare que dans le cinéma de l'époque.
Donc savoir est-ce que justement c'est quelque chose qui était bien passé ou que les studios ou le collège a pu modifier. Ah Et oui. aussi vous avez parlé d'une différence avec le cinéma des années 40, donc qui serait différent par rapport aux années 30. Et ce serait dans quoi? Sur la question du syndicalisme, ce qu'on sait, c'est qu'une des raisons pour lesquelles la nouvelle de James Cain n'a pas été publiée dans Collier, là où elle avait été commandée, c'est parce que, de toute évidence, Cain avait une vision un peu critique ou un peu péjorative du syndicalisme, et qu'il se servait de ce moment ou de ces situations pour, en quelque sorte, critiquer ou faire plutôt l'apologie de l'individualisme par rapport au syndicalisme. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles il ne se serait pas reconnu dans le film, c'est que même si on peut considérer que c'est du syndicalisme hollywoodien et que le piquet de grève est vite réglé, hein, c'est quand même pas des rouges, c'est que d'une certaine manière, si c'est pas retrouvé lui dans le film, c'est aussi parce que la couleur politique entre guillemets du film aurait changé, ou en tout cas qu'il y avait un regard plutôt bienveillant sur cette action des serveuses et cette action revendicative telle qu'elle se manifeste dans le film. Après, il faudrait voir dans les années 30 s'il y a d'autres traces. Il me semble que dans certains films de Tegarmet, on peut trouver quelque chose de ce que vous appelez une exception. Et c'est vrai que c'est pas fréquent, même que la question syndicale. Parce que aux États-Unis, dès qu'on parle de syndicalisme, on peut très vite être taxé de communiste. Et on sait à quel point. Bon, mais là, on est en 39, hein, on n'est pas dans l'après-guerre. Donc, D'ailleurs, l'un des scénaristes de Capra, Joe Swerling, a écrit le scénario de l'un des films de Stahl des années 30. J'essaie de me souvenir si c'est Image de la vie ou l'autre sœur. The Magnificent Obsession. Ouais, non, je pense plutôt Image de la Image vie. de la vie. Où il y a aussi cette question du travail, et là en plus la question là, de classe, des entre guillemets races, comme le disent encore les Américains, et des genres, et du genre. Oui, c'est vrai que l'image de la vie, de ce point de vue-là, est peut-être beaucoup plus marquant, parce que les enjeux sociaux sont clairement énoncés et clairement traités, quoi, y compris par la mise en scène. Mais je pense aussi que chez Capra, en fait, souvent quand même, la question sociale ou politique, elle est parfois là enfin, pardon de vous contredire, monsieur, mais elle est aussi parfois là dès le début, hein, La Ruée ou d'autres, enfin, c'est quand même assez présent dans tout ce cinéma de l'après-dépression. Et monsieur Mr. Deeds, quand il est face aux chômeurs qui crèvent de faim et qu'il essaye de leur donner une petite partie de ses richesses, il est arrêté, il est pris pour fou, il est arrêté, il est mis en procès. Parce qu'on ne fait pas ça. Un milliardaire, ça ne distribue pas. Mais ce qui est vrai par rapport à l'autre question sur le changement de décennie, tu disais ce qu'on décrit, enfin, disons la dimension sociale, voire politique des films hollywoodiens, elle est beaucoup plus forte avant 34 qu'après 34. C'est-à-dire avant 34, on peut voir des films proprement impensables après cette date. Bah, sur les violences. Hein, sur les violences, sur les représentations sociales, sur la vérité du pays. Il y a là à la rentrée, à partir de septembre, on va faire une rétrospective William Wellman, et donc vous verrez des films de William Wellman tournés entre 30 et 34, et là vous allez voir des situations romanesques, des narrations impensables, une fois que le code va en quelque sorte, ou l'autocensure, va reprendre les choses en main. Ou King Vidor. Ou King Vidor, enfin bon. Donc c'est peut-être que ce qu'il faudrait se dire, c'est que quand une trace comme ici de syndicalisme à l'œuvre se manifeste dans la deuxième moitié des années 30, c'est plutôt une survivance ou c'est plutôt un reste de ce qu'ont été les années d'avant le New Deal. Voilà. Et alors dans les années 40, moi j'ai tendance à penser que le cinéma hollywoodien, oui, s'édulcore encore. Par exemple, il y aura dans les années 40 un remake de Backstreet. Je ne sais plus qui l'a réalisé, mais il est beaucoup plus sur les questions sociales, sur la question sociale et le féminisme de Backstreet.
il est beaucoup plus édulcoré que celui du début des années 30. Bah, par exemple, un très beau film, mais sans doute édulcoré dans sa fin, selon toi, ce serait Now Voyager, Une femme cherche son destin, de Irving Rapper avec Bette Davis, vraiment superbe mélodrame des années 40, mais où elle accepte d'être la maîtresse d'un homme marié, elle accepte aussi vraiment de manière assumée en disant ne demandons pas la lune, nous avons déjà les étoiles, ce qui est quand même un peu Une façon de relativiser l'absolu, quoi. Mais moi, je ne sais pas si le cinéma des années 40 est édulcore, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, il se centre aussi plus sur des portraits de femmes. Et ce que j'aime bien là, c'est ce plan moyen. C'est le fait que, oui, il y a l'héroïne, que Irene Dunne joue l'héroïne, mais en fait, il y a les deux. Et moi, j'aime bien quand il y a les deux. Et c'est moins un portrait de femme. Du coup, c'est moins impactant peut-être du point de vue mélodramatique, émotionnel, parce qu'on est moins à l'intérieur d'une conscience, on a moins de plans sur elle, ses larmes, enfin toute cette esthétique des larmes qu'il y a par exemple dans Mildred Pierce, enfin voilà, la façon dont on filme les actrices quand on est dans vraiment le woman's picture des années 40 est différent et sans doute plus marquant visuellement aussi. Et là, bah, par exemple, quand Charles Boyer, il est tout le temps interrompu dans son espèce de première déclaration d'amour devant chez elle, et qu'il y a la voisine, le voisin, la concierge, les poubelles, et que tout le monde l'interrompt, bon, ça a un effet comique, mais il dit aussi, bon, bah voilà, il y a 7 millions d'habitants à New York, c'est bon, là, je crois que j'ai fait le tour, tout le monde est venu nous interrompre, et en fait, oui, mais parce que le film, il est capable d'intégrer le collectif, justement, le collectif à travers la lutte syndicale, mais, enfin, vite fait, mais aussi le collectif à travers cette échelle de communauté, c'est-à-dire que la fille, elle sort pas de rien, c'est normal, elle a des voisins, elle a des amis, donc l'ami, bah, faut s'en débarrasser, il faut l'envoyer au parc, voilà, il faut... L'intrigue amoureuse doit pousser les meubles du film social et c'est assez beau de le voir comme ça. On peut le voir de manière comique, mais on le voit aussi de manière mélodramatique parce que le mariage qui préexiste et le fait que l'homme il est à la charge cette femme qu'il n'aime plus, enfin qui n'est plus une femme adulte, on pourrait dire parce qu'ils ont eu un deuil. Là encore, incrustation d'un autre mélodrame à l'intérieur du mélodrame, c'est-à-dire qu'ils ont eu un enfant mort-né, quoi. Eh bien, ça aussi, c'est un truc social, l'obligation du mariage qui fait que le type peut pas divorcer parce qu'elle est vulnérable. D'où cette phrase, c'est une drôle de victoire, puisqu'en fait, vous gagnez parce que vous êtes helpless, désarmé, désemparé. D'ailleurs, le personnage de la femme légitime, l'épouse, là, pour le coup, dans sa détermination folle et dans sa nécessité absolument de garder l'homme comme garde-fou, on sent pointer effectivement le personnage de Jane Tierney dans Péché mortel. Oui. Il y a quelque chose là qui évoque le personnage dément de Jane Tierney dans Péché mortel de John Stahl, où là, cette épouse légitime va s'avérer absolument capable de tout, quoi. Ouais. Et il n'est pas tellement Sörkien, Péché mortel, mais c'est vrai qu'il a des couleurs violentes, pour le coup. Et on n'a pas parlé du fait que, bon, bref, que John Stahl avait été remade par Sörk, mais parce que Sörk n'a pas vu apparemment les films de Stahl. Enfin, je pense qu'en tout cas, ils ont été repris par Sörk parce qu'ils étaient dans le même studio. Enfin, c'était la propriété du studio Universal, donc ils étaient dans le même studio. Après, je pense qu'effectivement, Sörk, je ne sais pas s'il a vu les films de Stahl. Mais là, c'est encore une autre décennie. Voilà, mais c'est encore les années 50. Mais en tout cas, c'est ce qui explique en partie que, du fait de la politique du studio, pour faire exister les films de Sörk, les films de Stahl ont été en quelque sorte relégués, remisés, peu vus, et qu'en quelque sorte, il aura fallu tout ce temps pour travailler, depuis le Festival de Saint-Sébastien dans les années 90, à redécouvrir ou à exhumer, en quelque sorte, l'œuvre restante ou non détruite ou non disparue de John Stahl. Et c'est sûr que les films de Sörk, parce qu'ils sont plus impressionnants, plus flamboyants, plus colorés, plus durs aussi, ont un peu relégué le style de Stahl, qui lui est effectivement un style plus mesuré, comme on l'a dit, plus en retrait, plus humble, qui soit devant, parce qu'il y a des grandes fictions messianiques chez Stahl, mais là aussi la mise en scène semble considérer que
comment dire, le grand metteur en scène qui serait Dieu est là, et que donc d'une certaine manière il faut faire preuve d'humilité, comme ici d'une certaine manière je trouve, devant la force des déterminismes sociaux, c'est comme si la mise en scène se retirait en quelque sorte, comme si elle s'inclinait à chaque fois, et on le ressent, devant plus grand qu'elle, ou plus fort qu'elle, quoi. Il y a quelque chose de ce bon. Alors que dans les années 40, juste pour donner un autre élément de réponse par rapport à ce qui serait différent, dans les années 40, il y a énormément de construction de mélodrames en flashback, par exemple. C'est un grand... cette intrication-là, cette sophistication-là, et c'est facile de jouer sur ce tiraillement psychologique de ce qui aurait pu avoir lieu, de ce qui a eu lieu et de ce qui n'a pas eu lieu parce qu'il n'y a pas eu les retrouvailles, avec des structures en flashback. Là, non, c'est la linéarité aussi de la ligne claire du récit. Il y a une exception, c'est la fin de Backstreet, où l'héroïne imagine si elle avait été au rendez-vous. Et on a un petit segment, mais qui n'est donc pas un flashback, qui est une rêverie. Une rêverie. C'est une exception. On va peut-être prendre une dernière question et puis on va se... ou une avant-dernière. Oui, merci, bonsoir. Je ne connaissais pas du tout Stahl, c'est formidable. Je vois plus une comédie, enfin, comment dire, j'ai trouvé le côté romanesque, en fait, avec le fait qu'il y a quelque chose, effectivement, vous parliez du gentlemanship, où ils renoncent l'un et l'autre à quelque chose, il y a un sacrifice. Non, je voulais juste, j'ai pas de questions, il y a deux choses qui m'ont amusé dans le film, c'est Lulu a dit qu'il fallait se méfier des saxophonistes, donc ça m'a fait beaucoup rire. Et puis j'ai pensé, moi, la scène de l'église avec le déluge, comme c'est l'expo Wes Anderson en ce moment, ça m'a fait penser à Moonrise Kingdom, avec les deux adolescents amoureux qui s'enfuient de l'église au moment du déluge, et c'est le déluge de Noé, les 40 jours, 40 nuits. Voilà, c'est tout. Oui, merci. Justement, dans ce... C'était quoi votre premier Lulu? C'était quoi? J'ai vu le saxophoniste. Ah oui, ça va être repris dans certains Lem Show et dans le personnage de Marilyn Monroe, dans certains Lem Show qui tombent toujours sur des saxophonistes qui la font souffrir. Mais moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, et même dans la vie, qui me revient, alors que le film, je l'ai quand même pas vu des dizaines de fois, quoi, et qui est... de nos jours, personne ne va rire, mais bon, moi, de nos jours, c'est le problème avec les pianos, tout le monde veut jouer du piano, mais personne ne veut déménager le piano. Et je trouve ça excellent, parce que, qu'est-ce qu'elle veut dire? D'une certaine façon, elle met l'accent sur la différence de classe, c'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est un pianiste, et effectivement, il n'a pas à pousser à déménager son piano, mais en fait je me suis dit, si on prend un peu de recul sur la phrase et qu'on l'applique au rapport homme-femme, au rapport voilà, du couple hétérosexuel amoureux, je trouve ça aussi intéressant. Là il y a un blanc. on essaye de transposer, tout le monde veut jouer du piano mais personne ne veut pousser le piano. Je sais pas, il y a un tu truc... veux dire sur le partage des tâches, par exemple? Par exemple, oui, je vois bien. Ça peut être à plein de niveaux, en fait. Ouais, comme je suis lent. Ça peut être à plein de niveaux. Sur le côté, il y a quelque chose de laborieux, enfin, il y a un labeur à faire dans le couple. Ah oui, c'est un travail. C'est un travail, l'amour c'est un travail. Je le confirme. Voilà. Il y a une lutte des classes du couple, quoi. Et voilà, j'adore cette phrase du coup, parce qu'un piano, pour faire de la musique magnifique et sublime, faut un instrument impossible à bouger. Je pense. Il y avait une dernière question ou remarque, non? Il m'a semblé. Oui. Oui, moi je privilégie vraiment le mélodrame au drame social, ou même s'il y a une partie sociale. Je trouve que le film est magnifique, bien sûr, mais la partie sociale est quand même très glamour, je trouve. Une grève qui dure 24 heures, c'est quand même assez rare, surtout lorsqu'il y a... On n'a pas dit que c'était un film néo-réaliste. Non, c'est pas les raisins de la colère. Enfin, c'est vrai qu'il y a des scènes qui peuvent rappeler les raisins de la colère. Oui, c'est quand même un plan qui peut rappeler les raisins de la colère. Mais plus, rien ne ressemble aux raisins de la colère. L'héroïne elle-même est extrêmement glamour. Enfin bon, je veux pas... on peut être prolétaire et être très glamour, mais
Et puis on nous dit qu'elle a économisé, qu'elle n'a pas de charge par rapport à ses collègues, mais quand on voit la scène, elles ont toutes des chapeaux sublimes. Je pense que le budget du modiste a dû être considérable pour ce film, et si le film était en couleur, on verrait que c'est quand même très beau. Et voilà, je trouve que finalement, elle est hyper élégante, hyper glamour, et que finalement, les différences entre les deux personnages, alors chacun d'ailleurs allant vers la classe de l'autre, est très faible finalement. Enfin, moi, je les trouve tout à fait compatibles. Et alors la dernière scène, elle a une robe, alors on sait qu'elle a économisé, mais c'est Falbala. Enfin, c'est Howard qui a fait les robes, qui s'appelle Howard Greer, et il a fait notamment les robes de Catherine Hepburn dans L'Impossible Monsieur Bébé aussi. Donc c'est vrai que... Mais vous savez, je pense que c'est aussi une convention du cinéma hollywoodien des années 30, c'est-à-dire que d'une certaine manière, souvent pour les personnages féminins, le film est un défilé, mais un défilé muet. C'est-à-dire qu'elle change de robe un nombre de fois incalculable, qui est en quelque sorte quelque chose qui est donné en plus, c'est de la production value, qui est donné en plus au spectateur, et je crois que c'est dans le film de Stahl, The Magnificent Obsession, la garde-robe de Irene Dune est proprement incroyable, elle change mais vraiment à chaque scène, elle change de tenue. Donc c'est comme c'est comme un plus silencieux embarqué par le film, et qui est donné aux spectateurs de l'époque comme un glamour qui n'est pas le sujet du film, mais qui est vu par tous et même décortiqué. Oui, et au-delà du glamour, je pense, moi, en tant que spectatrice, pour moi, c'est important que mon attention soit attirée sur ces vêtements, en fait. Sur les textures, sur les manches ballons par exemple, les drapés, les plis, les trucs. Donc évidemment que là il y a une distinction qui est faite entre sa petite robe avec une espèce de partie bustier noir, voilà, qui est un peu étriqué, qui utilise peu de tissu, etc. Et par contre, quand elles reviennent, la robe à motif floral blanc, vous voyez, avec un dos fendu derrière, tous ces détails-là, en fait, comme justement les plans durent assez longtemps, moi j'ai le temps de regarder ça et de me dire, alors c'est pas pour interpréter chaque détail, mais l'esprit se promène là-dedans et voit aussi quand elle se tourne et que le dos est fendu, ce qui n'est pas obligatoire pour une robe comme ça, on peut avoir une espèce de petit coup au cœur visuel et qui correspond à quelque chose d'émotionnel. Aussi, elles sont quelque chose et il y a une faille, quoi. C'est-à-dire qu'elle est revenue et elle a des boules, pour parler très argotiquement. C'est-à-dire qu'elle est revenue, ça y est, la parenthèse est finie, l'autre il a une femme, c'est mort. Et donc finalement, à l'intérieur même de ces vêtements d'apparat hollywoodien, il y a quelque chose qui peut se jouer. Et quand elle dit à la fin, en fait, mes économies, elles sont mises dans cette robe, c'est aussi, voilà, il lui dit, mais t'aurais jamais dû, puisqu'en fait, on ne va pas vivre ensemble. Et donc c'est cette dépense, le côté, j'allais dire, pour rien, gratuit de cette dépense qui est, releases, qui lâche une émotion, qui lâche quelque chose d'émotionnel, mais de beaucoup plus vaporisé qu'un impact fort. Et puis ce qu'on dit là, d'une certaine manière, défend encore plus l'idée du plan moyen chez John Stahl, parce que finalement, du fait du plan moyen et de la durée des plans, c'est presque éloge du plan moyen. C'est-à-dire que l'œil, l'attention, bien sûr on suit l'histoire, mais comme tu le dis et tu l'as remarqué d'emblée, l'œil se déplace, regarde, décortique effectivement les tenues, les coiffures, les chapeaux. Dans une nuit seulement, ils vont dans le jardin, ils reviennent dans la maison quelques heures plus tard, et la seule chose c'est qu'il lui remet son espèce de ceinture, sa ceinture en satin, comme ça voilà, et c'est tout, et rien n'est dit de ça, et en fait on comprend qu'ils ont couché ensemble dans le jardin. Donc il y a cette fonction-là du vêtement qui porte un signe, mais c'est pas de ça dont vous voulez parler, c'était plutôt le luxe. Mais je pense quand même important que ces matières, elles soient suffisamment, disons, visibles, ostensibles aussi, pour qu'on y accroche, pour accrocher notre œil, quoi. J'ai juste une chose à laquelle je repense, que tu as mentionné Only Yesterday avec Margaret Sullavan. Margaret Sullavan, c'était donc son premier rôle au cinéma, et elle était agacée par quelque chose chez John Stahl que d'autres
d'autres ont témoigné, c'est que dans sa manière de tourner, il faisait systématiquement 5 prises. 5 prises de chaque plan, donc c'était sa méthode, ce qui pouvait effectivement excéder certains acteurs ou actrices qui devaient considérer que certaines fois, ils avaient bien fait dès la première, la deuxième ou la troisième. Mais en tout cas, voilà, comme on sait peu de choses de sa manière de travailler, il y avait quand même ce souci de faire 5 prises par plan, comme le fait, ça me revient aussi, qu'il avait ce pouvoir au sein du studio Universal. Il avait, chose rare pour les cinéastes de cette époque, un droit de regard sur l'écriture du scénario. Et il pouvait obtenir des réécritures, d'où la difficulté avec James Cain, mais en tout cas, il avait ce pouvoir-là, quasiment de producteur au sein d'Universal, donc de pouvoir revenir ou toucher à, normalement c'est des départements séparés, au scénario avant tournage. C'est intéressant que tu dises 5 prises, parce qu'on se dit, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? C'est un peu subjectif comme... Oui. Mais c'est surtout un chiffre qui semblait arithmétique, oui, ou en tout cas mécanique. Oui, Irving Dunn aurait dit qu'il était insupportable de travailler avec lui. Enfin, il n'était pas agréable, quoi, comme metteur en scène. C'est vrai qu'on n'a pas tellement d'éléments sur lui biographiques, mais ce qui me frappe, c'est de le comparer à Capra à propos de ça. Et là, on voit peut-être quand même que Capra est un immense cinéaste, parce que Capra, il devait filmer aussi un peu comme ça. Et finalement, quand il a eu avec lui Barbara Stanwyck, qui elle venait de la scène et qui en fait donnait tout à la première prise, il a été très désarçonné, mais il a changé sa manière. Et il a fait des films extraordinaires avec Stanwyck, donc au début des années 30, en s'adaptant à son rythme à elle, à savoir attention, parce qu'elle est déjà moins bonne à la deuxième prise, encore moins bonne à la troisième, et donc il s'est mis à tourner avec 3 caméras, par exemple. Et donc un grand metteur en scène, c'est quelqu'un qui, justement, a à la fois des principes et à la fois sait les adapter, parce qu'il a compris que c'est comme ça qu'on a des grands moments. Alors, je ne sais pas si lui, il est resté aux 5 prises, mais c'est peut-être pour ça qu'il est moins connu. Bon, on va prendre vraiment la dernière question. On n'a pas de mots à prendre. Oui, je ne vais pas vous retarder alors. Pour revenir donc à ce que vous avez dit à propos du mélo, qui se définit par un excès dans la mise en scène, un excès de ci, de ça. C'est vrai que Stahl, il a une mise en scène très sobre, il n'y a pas de doute là-dessus. Pourtant, il a un grand sens du récit, je trouve. Donc, ces films, ça coule toujours. Mais j'ai noté, moi, c'est ma perception, hein, peut-être je me trompe, il y a quand même un élément d'excès dans les films que j'ai pu voir. Je ne les ai pas tous vus, mais là, j'ai vu par exemple plusieurs muets, où c'est encore pire ou mieux, selon. Il y a un excès scénaristique. C'est-à-dire que, je pense par exemple, il nous demande parfois d'acheter, il charge beaucoup la barque. Je pense à ce film où il y a une mère qui abandonne son bébé parce qu'elle rêve de la ville, etc. Et puis juste après, il y a son mari qui se fait exploser par une locomotive. Et puis un temps après, elle est vieille, elle retrouve comme par hasard en plein milieu de la ville son fils qui est devenu grand, etc. Bon, c'est quand même beaucoup. Et même dans Le Secret Magnifique, Magnificent Obsession, la version de Stahl, faut quand même avoir la foi, hein, je trouve. Bon. Vous savez que c'est quand même tiré d'un que j'aime beaucoup. Oui, c'est tiré d'un best-seller écrit par un pasteur, hein, donc. Je ne dis pas le contraire. Hein. Ah, mais le film est. On est d'accord. Ah oui, on est absolument d'accord. Le film et est Sirk arrive quand même à mieux faire passer, pourtant, même dans la version de Sirk, il y a des choses où on pourrait dire, si, voilà. Mais il arrive mieux à faire passer la sauce quand même. Et même là, vous avez vu, pourtant dans celui-là, c'est moins prégnant. Et pourtant, vous avez vu, il y a déjà 3-4 remarques de gens qui m'ont précédé, qui ont trouvé que telle scène, quand même, c'est un peu au chausse-pied, etc., etc. Donc, voilà. Alors, vous dites qu'il avait regard sur le scénario. C'était peut-être sa vision des choses. Il a une sobriété, même une subtilité dans la mise en scène. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Il fait passer plein de choses. C'est très agréable. Mais du point de vue du scénario, il y a parfois un trop-plein. Pour moi, hein, c'est ma perception. Un trop-plein qui fait que ça coince un petit peu. Je ne vais pas faire de comparaison. Chez Chaplin, dans le mélodrame,
tout passe. Bon, Chaplin, c'est un génie, d'accord, mais tout passe. Il n'y a pas une seconde où on se pose une question, je trouve. Et même chez Ford, qui va parfois dans le mélo, mais c'est pas le fond de ses... Mais il l'utilise parfois, il y a une science du dosage qui fait que ça passe quand même quand ça pourrait être un peu too much. Voilà, donc c'était le petit bémol que je voulais dire, tout en appréciant beaucoup les grandes qualités de Stahl, et je suis très content de les redécouvrir à cette occasion. Merci. Oui, sur l'excès, je pense que ce sont les récits mélodramatiques en général qui sont excessifs, donc pas spécialement ceux de Stahl ou ceux de... C'est une matière première. Un principe du mélodrame, l'accident, la cécité, la perte de l'enfant, la coïncidence incroyable. Je dirais que ça fait partie, oui, des règles du mélodrame. Donc lui, dans ce film-ci en particulier, je trouve qu'il dessert plutôt le sémail, là. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a presque des longueurs, enfin on se dit, il y a une sorte de lenteur en tout cas, qu'il n'y a pas chez Sirk ou ailleurs, alors que c'est des films plus longs. Donc l'excès, oui, en général, dans ces autres mélodrames, ici, moi, je le vois moins. Et quand vous dites que certaines scènes paraissent au chausse-pied, bon, ça, après, c'est nos perceptions différentes, mais c'est peut-être plutôt par leur hétérogénéité. C'est plutôt ce dont on parlait, sur le fait que c'est comme c'est composite au niveau des genres, quoi. Tout à coup, elle rentre dans la maison, il y a une coupure de courant, donc là, il y a un petit frisson gothique, puis la femme déboule et on frôle le film noir, Donc évidemment que c'est beaucoup moins fluide d'avoir ces ruptures de ton, mais c'est aussi ce qui fait la singularité, oui, la singularité de ce film-là. Oui. Capra, les mélodrames de Capra du début des années 30, voyez-les, effectivement, il n'y a pas ce sentiment que les choses sont plus fragmentées. C'est beaucoup plus pris dans un même mouvement et souvent autour de l'actrice et souvent autour de la personnalité très intense émotionnellement de Barbara Stanwyck. Donc, oui. Quant à Chaplin, vous avez dit vous-même, c'est pas à Charlotte que je vais l'apprendre, comme c'était un génie, il n'est pas comparable. Et que en quelque sorte, toutes les questions qu'on peut se poser devant un film de Chaplin, il a déjà répondu lui, il les a déjà résolues pour nous. Donc d'une certaine manière, on va le mettre hors catégorie. Ben, ça donne envie de revoir le Kid, donc mélodrame maternel, ça donne envie de revoir A Woman of Paris, et puis bien sûr Les Lumières de la ville. Si on voit ces trois de Chaplin, on voit effectivement son génie, et aussi lui, la façon dont il a fondu le comique, voire le burlesque, la poursuite et tout, avec les policiers, et le mélodrame. Et c'est ça qui est au cœur y compris beaucoup plus tard, de Lubitsch. Lubitsch a dit qu'il s'est inspiré de A Woman of Paris, l'opinion publique, le film de 23 de Chaplin, donc un mélodrame pour l'éventail de Lady Windermere en 25. Et puis Macaré, c'est ce qu'on disait aussi, Macaré, il associe la comédie et des éléments mélodramatiques. Donc Chaplin, il est aussi génial d'avoir pris le risque de cette fusion. Et bien sûr qu'une fois qu'on prend ce risque, il faut en avoir sous le coude pour des propositions de mise en scène. On ne peut pas juste décréter « tiens, je vais relier les deux et ça va marcher ». Il faut être très fort. Bon, merci. Oui. Avec cette idée de mise en scène juste par l'émotion et Ouais. pas l'action. En fait. Oui, bien sûr. Si on enlève l'action, les émotions, parfois, on y va. Si on poussait cette maxime « l'émotion remplace l'action », on a un cinéma, on peut avoir un cinéma expérimental avec seulement un plan sur des yeux, je sais pas, enfin, évidemment c'est pas tout à fait vrai, il y a des éléments narratifs assez forts, mais comme il y a un ouragan, et ben évidemment qu'il y a une force expressionniste de l'ouragan, même si c'est une réalité sociale et qu'il y a eu un vrai ouragan l'année d'avant, c'est les deux en fait, c'est ça qui est beau, c'est que c'est à la fois l'expressionnisme des sentiments à travers ce déluge, le déluge au sens plus biblique, et puis le fait que, à New York, les éléments se font sentir et que la boue s'attache, quoi. Voilà. Bon, il faut qu'on rende l'antenne. Merci beaucoup, Charlotte Garçon. Merci à toi. Merci à vous. Oui, merci d'être resté.